pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité ne pourra jamais quitter son patelin parce qu'on le surnomme Dan de Danville. Alors, bonsoir, Dan. Bonsoir, Alain. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, Dan, tu demeures à Danville. Je demeure à Danville. Depuis combien de temps? Oh, là, ça fait... J'ai demeuré à Danville à 2 reprises. Au début des années 76 jusqu'à environ 80 environ. Après ça, je déménageais à Asbestos à l'époque, ou Val-des-Sources, présentement. Okay. Et après ça, je suis retourné à la campagne à Danville, où que je suis présentement. Et ça fait quasiment 20 ans comme c'est là. Ça fait 20 ans que tu habites à Danville, là. Où ce qu'on est présentement, oui. OK. Puis, tu es originaire de quel... tu es originaire de la Mercedes? Non, moi, je suis un importé. Je viens de Richmond, c'est sûr, c'est juste à côté. Et ça fait depuis 60... Mais quand j'ai gradué le secondaire, dans le fond, à Richmond, c'est là que la vie, on peut dire, commençait à se développer. Et le chemin, il commençait un petit peu à se tracer, même si je n'avais aucune idée où que je m'en allais. Mais toi, à Richmond, tes parents... toi, tu es né à Richmond. Non, moi, je ne suis pas né à Richmond. Je suis né à Ottawa. Ma mère, elle vient de Richmond. Et elle vient de Richmond. Ma mère, c'est une Manor. Une francophone québécoise. Mon père, lui, il vient de Saint-Claude. Fait que lui aussi, Saint-Claude ici. Saint-Claude d'ici. Pas BC, mais d'ici. Pas BC, mais ici, justement. Et... mais là, je remarque quand même un petit accent, Saint-Claude, oui. Puis je veux clarifier quelque chose. Plusieurs personnes, quand ils me rencontrent pour la première fois, ils croient que je suis un anglophone. Ouais. Premièrement, j'ai toujours été à l'école en anglais, fait que c'est ça qui explique la majorité de peut-être un petit accent, peut-être, là. Mais... Je suis né à Ottawa et on a déménagé ensuite. Mon père était dans l'aviation. Fait qu'on voyageait beaucoup, on déménageait beaucoup. Dans le fond, dans l'espace de 9 ans, je pense que j'ai déménagé comme 6 fois. Attends un peu. Mais dans l'aviation, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, mon père, dans le fond, ce que je savais, il était le chauffeur, entre autres, du commandement de la base, là, entre autres, là, à une certaine époque. À Ottawa. À Ottawa. Okay. Mais il vient d'ici. Ouais. On a la famille, on a déménagé à Ottawa. Je suis venu au monde d'Ottawa. Ouais. On est 8 chez nous, 8 enfants. Okay. Moi, je suis l'avant-dernière enfant. Fait que je suis venu au monde à Ottawa comme deux autres de mes sœurs. Le reste de la famille, c'était Richmond, Sherbrooke, dans ces coins-là. Ouais. Puis tu disais que vous avez beaucoup déménagé à cause du travail de ton père. Justement. Déménagé où? Au Canada? Oui. Fait que de Ottawa,
nous, c'était environ 1960, je crois que c'était, on a déménagé à Moncton, Nouveau-Brunswick. C'est là que j'ai commencé mon primaire, première, deuxième et troisième année, c'était là. Et environ 64, 65, on a quitté de là et on est déménagé à Toronto. Mais à cette époque-là, la famille, mes frères et sœurs, la famille s'est divisée en deux, on peut dire. Oui, parce que toi, tu étais un des plus jeunes, fait que les plus vieux, ils volaient de leurs propres ailes. C'est ça. Mes trois frères plus vieux, ils ont resté dans ce coin-là, à Moncton, et les autres 5 ont suivi les parents et ont allé dans le coin de Toronto. Pour commencer, on était pas direct à Toronto, un petit peu en campagne, parce qu'on n'avait pas une place sur la base encore. Okay. Et ensuite, là, on a eu une place à Downsview, en banlieue de Toronto. C'est là que tu as fait le reste de tes études? Non, c'est là que j'ai commencé ma 4e année. Sais-tu? La 4e année, je l'ai faite, je pense, en 3 différentes écoles. Ah, OK? En 3 différentes écoles. Les différents endroits, là. Oui, bien, c'est sûr. À Toronto, en campagne. Ouais. Après ça, à Toronto. Et après ça, à Toronto, on a déménagé à Montréal. Puis, à date, j'ai toujours été à l'école en anglais et à l'époque, ma langue maternelle est le français. OK? À la maison, ça parle le français, c'est sûr. Mais avec les amis puis tout ça, c'est en anglais. Fait que quand on a déménagé à Montréal, j'ai eu peur que j'étais être obligé d'aller à l'école en français et j'avais peur un peu. Mais pourtant, tu le parlais. Je le parlais, mais je ne l'écrivais pas nécessairement, puis ces choses-là. Mais ça donnait que j'étais à l'école en anglais quand même. Okay. Et j'étais à Montréal dans le temps de Expo 67. OK. Oh. Là. C'est ça. Et je me souviens quand j'étais jeune, on pouvait passer la journée dans le métro, traverser Montréal, aller sur l'île Sainte-Hélène. On se promenait partout, c'est pour un billet ou quelque chose comme ça. Ah, wow! Puis j'ai des bons souvenirs, faire du toboggan sur Mont-Royal aussi. Puis là, t'avais quel âge? Fait que là, ça aurait été environ 11 ans. OK. Encore au primaire. Encore au primaire, oui. En anglais. Fait que après Montréal, on a redéménagé à Ottawa. Fait que on était à Ottawa environ 68. Pas resté bien longtemps. Après ça, mon père a décidé de prendre sa retraite et on a déménagé à Richmond. Fait que mes parents étaient du coin, fait qu'on a redéménagé à Richmond. C'est là que tu as fait ton high school? Là? Oui, fait qu'on a déménagé à Richmond en 1969. Et c'est là que, au début, j'ai passé le premier été. On n'avait pas une place à rester encore. J'ai passé l'été au lac Spooner Pond, un chalet d'un de mes tantes, là. J'ai travaillé dans un des dépanneurs d'un de mes oncles. Une de ma tantes avait une patate frite, une minute lunch à Richmond. J'ai travaillé là. Fait qu'en 69, oui, on est arrivé à Richmond. Le clash, était-tu difficile? Parce que là, on parle de Moncton, Toronto, Ottawa, Montréal, Richmond. Oui, Richmond. Ça atterri là. Et c'est là que j'ai commencé l'école secondaire. OK. Nous autres, là-bas, on n'appelait pas ça secondaire 1, 2. C'était grade 7, 8, 9, 10 et 11. Fait que c'est là que je suis rentré à l'école Richmond Regional High School, qui était une nouvelle école. C'était, la première année, c'était en 68, je crois. Nous, on est arrivés en 69. Mais en rétrospect, je réalise que pour l'école là, secondaire,
j'avais la misère. Je crois que j'avais même un trouble d'apprentissage dans cet environnement-là. Fait que des affaires comme les maths, les sciences, la physique, l'algèbre, des choses comme ça, j'haïssais ça. C'était pas bon. Je voulais pas ça. Mais est-ce que tu trouvais ça plate, Richemont, par rapport à la ville et tout non, ça? non. Okay, non, la ville... la ville, à l'époque, où je l'ai encore, là, c'est très bilingue. Nous, on avait nos amis de l'école secondaire anglophone. Durant la journée, durant la soirée, bien là, on avait nos amis qui allaient à l'école francophone, un aux autres des écoles, là. Puis, fait que notre gang, nos amis, on était bilingues, on était francophone, anglophone, puis... oui, c'était très bien. Fait que là, tu as fait ça jusqu'en 12e année? Dans le fond, eux autres, c'était jusqu'à 11e année, et... moi, j'ai fini par graduer, puis je suis surpris pour ça. mais j'ai gradué en automécanique. Croyez ou pas, mon certificat, c'est en automécanique. Aïe. Automécanique. Fait que cet été-là, après que j'ai gradué, c'était la première année que mon père me laissait aller cueillir du tabac. En Ontario. Fait que j'étais allé dans le coin de Tillsonburg, en Ontario. J'avais 17 ans. J'étais allé avec une gang d'amis que ça faisait plusieurs années. Ils allaient à la même ferme, puis tout ça. Fait que c'était une super belle expérience, se sortir un petit peu du nid et aller passer l'été, puis tout ça. Fait qu'en venant, j'avais fait assez d'heures pour avoir du chômage. Parce que j'étais pas inscrit pour aller au cégep. J'avais aucune idée ce qui m'attendait dans la vie, parce que, je sais pas, je savais pas qu'est-ce que j'étais pour faire. Je savais au moins que j'étais pour avoir du chômage pour au moins l'hiver. C'est déjà pas mal. Fait que, en allant au bureau de chômage, remplir les papiers, puis tout ça, puis ça donnait que c'était le père d'un de mes amis qui était le directeur au bureau. Puis il dit, non, pas d'assurance pour chômage pour toi. Il y a une ouverture à Canadian Johns Manville. Tu iras travailler là-bas. Ben, voyons donc. Pour aller travailler là-bas. Fait que j'ai fini par aller faire une entrevue. Et j'ai été engagé en octobre, en octobre 73. J'avais 17 ans. J'avais pas 18 ans encore. Puis je suis rentré en commis en finance cette année-là. Oh, OK, attends un peu. Là, ce que j'ai bien compris, tu es étudiant en mécanique, puis là, tu rentres en commis finance. En commis finance, oui. OK, puis il n'y avait pas de formation entre les deux. Non, entre les deux, j'ai appris sur le tas. Entre les deux, j'ai appris sur le tas. Wow. Au début, c'est sûr, c'était des affaires cléricales, copie, téléphone. À l'époque-là, il n'y avait pas les ordinateurs. Non, les grands livres, là, c'était vraiment des grands livres. Là. Quand tu transfères, tu tournais les pages. Là, Tu manquais là. Oui. Puis, je travaillais au feuille de temps, ou timekeepers, comme on les appelait. Fait que quand les gars, à l'heure, ils punchaient, là, puis un petit peu en retard, bien, malheureusement, il fallait couper 15 minutes ou quelque chose comme ça. C'était à la main, là? Oui, c'était à la main, cette époque-là. Mais c'était une époque où ça changeait beaucoup. C'était des grosses années, là, la Canadian Johns Manville Company, et ça appartenait à des Américains. C'est Johns Manville aux États. Nous, on était une division de eux. Et dans le bureau, on n'était pas syndiqués à l'époque. Et pas trop longtemps après que j'ai rentré, ça commençait à vouloir se syndiquer, puis tout ça. Puis dans le fond, personnellement, moi, ça m'a ouvert des portes, parce que là, il fallait qu'il affiche des postes dans le bureau, qui était, etc. Et
avec ça, j'ai débuté une carrière très variée. Comme quoi, par exemple, quel poste que tu as eu? Après, en finance, assez vite, j'ai pu poster sur un emploi aux ventes techniques. Et j'ai fini par avoir le poste aux ventes techniques. Fait que là, le rôle, c'était travailler avec nos vendeurs où travaille le monde, dans le fond, et recevoir des plaintes du produit. Et moi, je m'occupais plus ou moins des plaintes pour l'emballage, que les poches d'amiante s'ils étaient cassées ou des choses comme ça. Là, on est dans les années à peu près, là 80? J'ai commencé en 73. Non, fait que ça aura même commencé environ 75 environ. Là, 75. La mine va bien. La mine va très bien. La mine, et les Américains sont très contents avec l'argent qui vient là-bas, puis tout ça. Puis. C'est-tu payant? Bien, c'est sûr, avec. J'ai commencé. Je pense que je gagnais 90$ par semaine. Okay. Ce chiffre-là, c'est pas beaucoup, mais je me souviens de ça. Mais avec le syndicat, comme des raisons, ils évaluaient les tâches, ils te classifiaient tel et tel. Là. Okay. Fait que ma tâche, ça changeait beaucoup. Puis je le faisais réévaluer souvent. Oui. Fait que ça changeait beaucoup. En fait, tu grimpais dans l'échelon. Ça montait, ça montait. Okay. C'est ça. Et tellement que ça changeait... L'entreprise elle voulait que je devienne cadre, plus syndiqué. Okay? Voilà. Que ça s'est fait l'année exacte. Je ne me souviens pas exact, là, mais je finis par tomber cadre. Je faisais une partie de la même chose, mais fait que j'ai travaillé plusieurs années dans le service à la clientèle, on peut dire. J'ai fait un bout à la manufacture. Quand il y a eu des changements des propriétaires et quand que la compagnie américaine a fait le faillite, le chapitre 11, ils ont fini par se débarrasser de toutes les divisions d'amiante. Et la mine, c'était juste une des divisions. Fait que en 83, ça avait été vendu à un groupe, on peut dire, local, entre autres. Là, ça commençait à aller moins bien. Là, oui, parce que là, les Américains, ils voyaient les actions qui rentraient contre, à cause de l'amiantose, les actions, puis tout ça, là, puis ils ne voyaient pas de fin à ça. Okay. Donc, la solution pour sauver Johns Manville, américaine, c'était chapitre 11, c'est se débarrasser des différentes divisions. Ça a été racheté par un groupe québécois? Il y avait des Québécois dans le groupe, le premier achat, oui. Mais il y avait aussi du monde d'Ontario, parce qu'on avait une partie en Ontario aussi. On avait des manufactures d'installation, des choses comme ça. Fait que, ouais, ça, c'est en 83, le premier. C'est sûr, c'était. En 80, je crois qu'il y a eu une grève, là, une grosse coupure, beaucoup de monde, ils ont perdu les emplois. Et ça, là, les Américains, ils ont vendu, est-ce que c'était pour continuer, etc. Et oui, ça continue pour l'expansion, ce qu'ils appelaient l'expansion B, je crois, à l'époque. Techniquement, des mines, ça dure juste tant d'années. Le minerai, il est là, tu le sors, puis après ça finit. Sauf ici, le minerai, il est là encore, puis il est là pour l'éternité. C'est pas vrai. Mais c'est sûr, c'est la perception et peut-être des erreurs du passé, des choses comme ça. Okay. Ça finit par lentement gruger et tuer l'industrie. Mais en attendant, 83, oui, il y a eu d'autres expansions avec le premier groupe qui ont racheté. Et après ça, là, c'est sûr, c'était un petit peu plus nébuleux. Est-ce qu'il était pour en faire un autre? Puis oui, on finit par en faire un autre. Et là, il y a eu d'autres changements dans les propriétaires.
Entre autres, c'est là que M. Coulombe est venu plus être en charge complètement, disons. OK. Et c'est sûr, en attendant, je suis revenu en finance. Ça, c'était quand le premier groupe a acheté. J'ai eu un bon mentor, un mentor. Oui, un mentor. Quelqu'un qui croyait beaucoup en moi. Ouais. Et il m'a rentré et impliqué dans la fiscalité de la mine. Oh, OK? Et ça ouvrait encore une super belle période de ma carrière là-bas. Entre autres, quand les vérificateurs ils venaient, que ce soit pour la vérification de l'impôt ou la taxe de vente ou la taxe sur les fuels, tu sais, il y a bien des affaires pour la mine. Techniquement, c'est moi qui recevais. J'allais chercher les infos qu'il y avait besoin, etc. Fait que je faisais le lien entre ça. Et à ces époques-là, on avait on était agressif. On était agressif fiscalement parlant et il y a eu beaucoup de choses intéressantes, des négociations, des objections, c'est aller en cours, puis toutes sortes de choses, puis c'est beaucoup d'argent qui sont en jeu dans ces choses-là. Ouais. Fait que là, quand que le deuxième groupe, ils m'ont rentré un peu et ouvert la porte. Fait que quand que le deuxième groupe ont fini et ont vendu, disons, le troisième groupe, je faisais encore ça. Fait que je faisais les impôts corporatifs. C'est sûr, j'allais chercher les données et c'est moi qui faisais ça. Puis c'était moi le contact avec le gouvernement. Et c'est sûr, dans les dernières années, à cause que ça commençait à vraiment chuter, le cash flow, il était très important. Fait que moi, j'étais très surpris comment que le gouvernement, fédéral et provincial, il peut t'accommoder et faire aller plus vite des affaires. Tu sais? Fait que j'ai vu des situations que fiscalement, on allait chercher des anciens impôts payés et on avait besoin de ça, puis ça s'est fait tellement vite. Donc, il y avait des arrangements, il était correct. Là. Il y avait, Oui, c'est avec des contacts que moi, j'ai pu établir et les relations qu'on a eues durant le fil des années, puis tout ça, là. Mais là, c'est sûr, là, ça y allait assez mal, là. Malheureusement, après que la mine a décidé d'aller sur Terre, puis cette grosse investissement-là, bien, on connaît toute l'histoire de ça. Ça n'a jamais abouti, on peut dire. Un autre aspect que j'ai trouvé aussi très, très intéressant, c'était lorsque le groupe de M. Coulombe est rentré, avec l'ancien groupe, avec les syndicats, il y a toujours des attentes. Hein? OK, on va geler les salaires pendant X années. Et après ça, dépendamment le profit, blablabla, on va redistribuer. Ouais. Fait que ça, c'était fait avec le premier groupe qui ont acheté. Et après ça, quand l'autre groupe est venu, mais c'est sûr, il n'y avait pas... c'était plus les mêmes propriétaires, puis tout ça. Fait que la manière, c'était bien. Cet argent-là qui avait été promis, on vous le redonne, mais vous réinvestissez. En coopérative. Et c'est là que la coopérative des travailleurs miniers est venue à jour. OK? Fait que cet argent-là qui devait aux employés, les employés ont réinvesti. D'accord. En tout cas, il y a un certain montant, là. Et ça, on est devenu copropriétaire de la mine via la coop des travailleurs miniers GM Asbestos. Là, c'était quand même tout un changement entre une entreprise très syndicalisée
et qui se retrouve copropriétaire au niveau de la mentalité. Oui, c'était assez spécial. C'était assez spécial parce que quand ça s'est fait, le coop ont acheté un pourcentage des actions. Exact. On est devenu copropriétaire. On avait droit aux dividendes. On avait des votes, etc. Sur le board, là, sur le conseil. Et oui, sur le conseil d'administration, on était 3 de notre coopératif. Un, quelqu'un du syndicat principal, quelqu'un des gestionnaires, des non-syndiqués, puis quelqu'un de syndicat du bureau aussi. J'étais pas impliqué au début, la formation, mais lorsque le trésorier de la coop de travailleurs a pris sa retraite, mais me suis impliqué dans ça et je suis devenu le trésorier de la coop des travailleurs miniers, le rôle que j'ai fait pendant quelques années, l'émission des actions, parce qu'il y avait des avantages fiscaux qu'on avait, le régime d'investissement coopératif. En achetant nos actions qu'on investissait dans ça, ça nous donnait des déductions fiscales. On a déjà eu des dividendes de la mine qu'on a redistribués aux membres. Je suis devenu le président pour une petite section, une partie aussi, une courte période. Et là, ça s'approchait les années 90 où que ça y allait pas trop bien. Moi, j'ai fini dans les années 90 après un quart de siècle. 25 ans. 25 ans. J'ai été mise à pied. Oh, wow! OK. Quel âge que tu avais, là? J'avais pas 50 ans encore. OK, tu avais de l'espace. Et c'est sûr, ça impliquait... moi, je contribuais à la pension, fonds de pension, etc. On avait un bon fonds de pension, techniquement. Puis c'est sûr, avec la faillite de la mine, puis tout ça, le fonds de pension, ça tombé pas mal à l'eau, ça réduit, ça fondu, etc. Mais ça me fait penser un peu à Elon Musk puis Twitter. Après qu'ils m'ont mis dehors, après qu'ils m'ont dit, bon, OK, effectif février, bye-bye. Mais là, mais c'est-tu, je pense qu'on va retarder ça un petit peu plus longtemps que février, tu sais? Fait que ça me fait passer un petit peu. Puis... j'ai dit non. Non. Vous avez fait votre décision. Personnellement, je commençais à avoir un peu de misère à défendre l'industrie. OK? Je commençais à avoir un petit peu de misère avec ça. Mais pendant 3 fins d'année fiscales après ça, j'ai travaillé comme consultant pendant le temps des impôts. Fait que pendant 3 autres années après ça, j'étais là pendant quelques mois, puis... OK. Tu leur donnais... Ah oui, là, tu as repris ton fonds de pension. Un petit peu. Un petit peu. Wow! Fait que là, à partir du moment où ça a été fini, là, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est sûr... c'est un petit peu comme au secondaire, là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vas-tu prendre mon certificat d'automécanique et ouvrir un garage? Ça devait être loin? Oui, c'était pas mal loin. Dans le fond, ça, en tout cas, c'est une autre histoire en arrière, ça, là, mais ça sera pour une autre fois. Fait que là, oui, j'ai traîné un peu, j'ai flâné un peu. J'ai fini par rentrer à une compagnie qui s'appelait Informatrix 2000. Ça, c'était des gens de l'Université de Sherbrooke qui ont développé un logiciel d'impôt. Et ils ont commencé cette entreprise-là. Et cette entreprise-là a été achetée par CCH canadienne, qui est qui appartient à une compagnie en Hollande, je crois, une grosse compagnie qui publie les lois d'impôt, puis ils ont toutes sortes d'affaires. Fait que
j'ai travaillé une couple d'années là. Fait que eux, ils faisaient des logiciels d'impôts. Et parce que j'ai travaillé un peu d'impôts, c'était ça semblait être peut-être la place à aller. Fait que là, j'ai travaillé sur les lignes de téléphone. Moi, j'étais sur la section technique et taxes. Fait que technique, c'est bon, j'ai votre logiciel, j'essaie de l'installer, qu'est-ce que je fais? Puis là, taxes, c'était bon, je suis dans le logiciel et je veux faire telle et telle transaction. C'est comment qu'on fait ça? Fait que j'ai fait ça. Et ça, c'était dans le temps d'impôt. Mais qu'est-ce qui était très, très intéressant, c'est le développement de le logiciel. Hein? C'est comme... le développement et le sorti être le premier, parce qu'il y avait des compétiteurs, il y avait d'autres mondes qui faisaient ça, puis c'est sûr qu'il sort le plus vite ou le plus de bonheur dans la saison d'impôt, il y a un petit peu un avantage, etc. Fait que quand j'étais proche de sortir une nouvelle version, donc on rentre les fins de semaine, puis tout ça, hein? Puis moi, rentrer les fins de semaine, j'aimais pas trop ça. Fait que ça, c'était à Sherbrooke. Fait que je voyageais de Danville à Sherbrooke. Fait que je restais plus longtemps au lieu. Moi, je faisais un petit peu plus de temps au lieu. Puis quand c'était le temps d'évaluation, la fin de l'année, les maudits, oui, il donnait un bon coup de tape sur l'épaule, mais il dit tu aurais pu rentrer plus souvent les fins de semaine. OK, c'est beau pour moi. Je pense je veux pas renouveler mon contrat. Fait que je travaillais, je pense que c'était 2 ans, là. J'ai aimé ça. C'était très dynamique parce que là, c'était un paquet de jeunes qui sortent de l'université, qui travaillent là, versus les gens à la mine, c'est un certain... c'était pas mal différent. C'était une autre énergie, beaucoup différent, plus dynamique, etc. Puis après ça, j'avais appliqué sur un poste au gouvernement fédéral, à l'Agence de Revenu Canada. Et ça a donné... rentrer là, je te dis qu'il y a des étapes en tabarouette. J'imagine que c'est tous les gouvernements. Là, tellement d'examens à faire, des tests, des évaluations, ci puis ça. J'ai fini par rentrer. Et ça, c'est en 2005. Là, on est rendu en septembre 2005. Et quand je suis rentré, c'était au contrat, je n'étais pas permanent. Et à l'époque, il y avait le comptoir qu'on appelait. Les gens, ils peuvent venir en personne voir quelqu'un. Hein? Oui. T'as un problème? Viens voir quelqu'un. Passe pas sur la ligne de téléphone pour 4 heures attendre. Et quand ils m'ont engagé, ils l'ont dit tout de suite. Ça va fermer le comptoir. On ne sait pas... C'est avec les changements de gouvernement. Hein? Un, c'est donner le service. Un, c'est couper le service. Hein? Fait que ça change d'une année à l'autre. Hein? Fait que là, avec... En tout cas, je ne parlerai pas quelle politique, quel quartier, là. Fait que... Là, il poussait plus le monde à aller sur l'Internet. Fait qu'il coupait ces services-là. Fait que on ne sait pas exactement comment longtemps. Fait que ça a duré une couple d'années. J'ai fait ce qu'on appelle les programmes de visibilité. Dans le programme de bénévole des impôts pour les gens à bas revenus. J'ai travaillé dans ça, enseigner, montrer aux gens comment, les bénévoles, comment remplir les déclarations simples là, pour les gens qui ne peuvent pas le faire. Fait que ça, j'ai fait ça pendant quelques années, durant les temps d'impôts. Tu as toujours été en fiscalité à partir de ce moment-là, Oui. Puis... tu avais une bonne expertise déjà avec la mine. Oui, et c'est sur le tas. Hein? C'est apprendre sur le tas. J'admets, oui, j'avais la misère au secondaire. C'était pas pour moi. Mais après que mon intérêt s'est élevé à la mine, c'est sûr,
je suis allé prendre des cours à l'Université de Bishop la oui? nuit. Oui. Je n'ai jamais complété un diplôme tel que, là, Non, mais j'allais chercher des cours que je croyais que en comptabilité, en business, différentes affaires. Fait que durant les plusieurs années, j'ai Tu as retourné à l'école pour combler les durant la lacunes. nuit, hein, night school classes, nuit? après le travail. Là, Oh, wow! mais en tout cas, c'était... T'es motivé. Le fait, c'était... As-tu fini ta carrière avec le gouvernement du Canada? Ah oui, dans le fond. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Je suis nouvellement retraité. Oh, yeah! C'est juste depuis le 17 août. C'est ma première journée de retraite. Oh, wow! Ouais, C'est tout ouais, nouveau, là. Ouais, vraiment. oui. Mais j'ai aimé, j'ai travaillé à peu près 16 ans à l'agence. 16 ans, quand même. 16 ans quand même. J'ai aimé ça, la partie, le service au client. J'ai fait un petit bout au recouvrement qui n'est pas tout à fait servi les clients. J'ai pas aimé cette partie-là. C'est une autre histoire. Et après ça, je suis tombé dans d'autres programmes qui aidaient les entreprises, etc. Que C'était plus ce que t'es, là. oui, c'était justement. Et quand la COVID est arrivée, bien là, on a vu ce que le fédéral a fait quand le COVID est arrivé, bing bang, combien de programmes ils ont sortis, puis tout ça. Fait que quasiment tout le monde ont été enlevés de leur job qu'ils faisaient, les emplois qu'ils faisaient, puis ils ont travaillé dans les différents programmes, PCU étudiants, puis toutes ces choses-là. Et on a pu travailler de chez nous. Fait que, au début de mars 2020, j'ai pu travailler de chez nous. Tellement le fun. Plus obligé de faire mon 100 km par journée pour aller à Sherbrooke. Puis, c'était une belle manière pour finir ma carrière. Bien, ça va être une belle manière de finir notre entrevue parce que c'est terminé déjà, cette portion-là. Alors, merci. Puis on se retrouve après avec la question embêtante. Restez avec nous. C'est bien. Donc, mon nom est David Cantro-Kwame, propriétaire de Bulle du Nord, donc le fondateur de Bulle du Nord. Bulle du Nord, c'est une compagnie qui fait des boissons gazeuses, comme du jus pétillant et toutes sortes de boissons. La compagnie, elle a vraiment commencé, je dirais, en 2018. Et l'idée d'affaire de la compagnie, au fait, nous, on voulait faire de l'import-export entre le Canada et le Moyen-Orient, essayer de trouver des boissons qui sont assez populaires ici, comme du jus de canneberge, du jus de pomme, ces genres de jus-là, et les envoyer vers les pays du Golfe. Donc, les pays du Golfe, j'aimerais dire les Émirats, Qatar, Bahreïn, Oman, plus ces pays-là. Parce que ce qu'on avait découvert, moi, de par mon expérience ayant vécu dans ces pays-là, sont des pays désertiques. Donc, il n'y a pas vraiment d'agriculture de souche. Tout ce qui est alimentation est vraiment importé d'un peu partout du monde. Donc, on voulait trouver des produits assez emblématiques comme le jus de canneberge. Le Canada est vraiment connu pour la production de jus de canneberge de qualité. En regardant cette piste-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait vraiment un manque sur le marché. Des gens aiment vraiment les boissons gazeuses, sans nommer nos compétiteurs. Les boissons gazeuses sont des boissons que les gens aiment, tout le monde, toute la population en fait. Maintenant, on voulait apporter un côté un peu plus sain, un côté un peu plus santé aux boissons gazeuses. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas faire du jus 100% de jus de pomme pétillant. C'est sûr que les gens aimeraient cela. Et sur le marché là-bas, dans ces pays du Golfe, il n'y avait pas vraiment. Donc, l'idée a commencé à se développer là. Au début, quand on avait commencé le projet, au fait, on était situé on est toujours en Estrie, on était situé plus dans la région, autour de la région de Sherbrooke. On a trouvé que la région des Val-des-Sources, c'est une région qui encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Et nous, on aime ça. En tant qu'entrepreneur, on veut aller dans des endroits où est-ce qu'on encourage tout ce qui est affaires. Les gens sont prêts à supporter les compagnies comme la nôtre. Donc, on a déménagé toutes nos installations à Val-des-Sources et on a commencé à monter le projet là, petit à petit. Donc, présentement, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à
un peu partout. Les boissons peuvent être dans des épiceries bannières comme Métro, Provigo. Il y a plein d'autres restaurants, d'autres épiceries qui sont assez connus, où est-ce qu'on a nos produits. Et on essaye de développer au fur et à mesure. Présentement aussi, on a commencé l'exportation comme c'était l'idée initiale du projet vers les pays du Moyen-Orient, plus notamment les Émirats. On commence à plus développer ce marché-là et on commence à se l'élargir comme ça. En termes de main-d'œuvre qui travaille à Bulle du Nord, c'est assez aléatoire, parce que la compagnie, au fait, de la façon dont nous opérons, c'est beaucoup cyclique. Donc, souvent, il y a des productions qui nécessitent une main-d'œuvre beaucoup plus que d'autres périodes. Donc, quand il y a plus de production à faire, on essaie d'avoir beaucoup plus de personnes pour faire ces productions-là. Les boissons sont disponibles ici à la Meunerie de Saint-Adrien, donc vous pouvez passer les consommer. Merci. Toujours à l'émission Les Racines des Sources et pendant la pause, Dan a pigé cette question embêtante. T'es prêt? Je suis prêt. Est-ce que vous vous ennuyez depuis votre retraite? Ah, la question. Oui. Il dit oui. Ah, bon, merci. M'ennuyer, disons, ma blonde, elle a eu, ou mon épouse, ma femme, elle a eu quelques années d'avance sur moi sur la retraite. Puis on dirait pour elle, c'est déjà rodé. Elle a déjà sa routine, ses amis, le secte des fermières, là, c'est tout. Ses journées sont arrangées comme ça. Mais moi, ça fait pas assez longtemps encore et je suis pas mal bon à rien faire. OK? Je suis capable de masser puis regarder les nuages puis faire pas grand-chose. Mais je me prépare mentalement pour... On n'a pas voyagé beaucoup, moi et Micheline, et fait que notre première partie de notre retraite, pendant qu'on a la santé, on veut commencer à voyager. On s'en va au Mexique en février pour une semaine. L'année prochaine, on va traverser le Canada en VI. On veut aller jusqu'à l'île de Vancouver, etc. J'ai beaucoup de mes amis d'école secondaire que eux... Ils ont parti dans l'Ouest et ils sont encore dans l'Ouest. Fait qu'on a des amis Calgary, Edmonton et plusieurs places en BC qu'on va aller voir et aller voir cette merveilleuse portion de Canada, là, les Rocheuses et toutes ces choses-là. Fait qu'en gros, c'est ça que pas eu le temps trop tôt de m'ennuyer parce que j'ai pas vraiment commencé. Fait que... Ouais. Vous avez des beaux projets de retraite. Alors, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Ça a été très sympathique. Là, puis de connaître un peu l'histoire de la Jonesmanville, un peu de l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Merci, Dan. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup. Et on va finir avec la pensée profonde de l'inconscient, qui est en anglais pour toi. You will never be able to escape from your heart. So it's better to listen what it has to say. Yes. Alors, merci beaucoup. Merci l'audience. Merci, Dan. Merci l'équipe technique. Et on se dit à la prochaine. Ça va?